La fille d'une femme de ménage donna ses derniers 5 $ à une inconnue bloquée, sans savoir qu'elle venait en aide à une milliardaire perdue. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple trajet en bus se terminerait par une révélation bouleversante. Pas d'argent, pas de trajet. L'ordre du chauffeur fut brutal. Une vieille dame désemparée se retrouva tremblante sur le trottoir. Betsy, 12 ans, se figea. Dans sa poche, 5 $, tout l'argent d'urgence de la famille, vital pour leur survie. Les dépenser signifiait pas de lait ce soir-là, mais assister à cette cruauté était pire. D'une main tremblante, Betsy bloqua la porte avec son pied et jeta ses dernières pièces dans la boîte. Elle ne savait pas qu'elle sauvait une milliardaire, elle savait seulement qu'elle ne pouvait pas détourner le regard. Un quarter terni peut peser plus lourd qu'une barre d'or quand c'est tout ce qui vous reste. Betsy Miller, 12 ans, se tenait au coin de la rue la plus riche de la ville, serrant dans une main une plaque militaire en argent et dans l'autre son ticket de bus. Elle regardait les voitures de luxe défiler, se demandant si leurs occupants s'étaient déjà inquiétés de savoir comment rentrer chez eux. Le vent d'automne à Fairview n'avait rien à voir avec celui de l'East End. Ici, sur les larges avenues bordées de chênes et de haies impeccablement taillées, la brise sentait les cheminées qui crépitaient et le cuir coûteux. Elle faisait doucement bruire les feuilles cuivrées, polies et discrètes. Dans l'East End où vivait Betsy, le vent avait des dents. Il hurlait dans les fissures des fenêtres et charriait l'odeur du gazole et du béton humide. Betsy resserra sa prise sur le sac plastique de course. Dedans, l'uniforme noir et le tablier blanc de sa mère, qui sentait encore légèrement le citron et l'eau de javel. Sa mère, Linda, terminait encore les sols dans l'immense maison de briques derrière les grilles en fer. Linda s'était fait mal au double la semaine précédente. La douleur sourde se transformait en élancement violent l'après-midi. Betsy venait donc après l'école, se glissait par l'entrée de service pour récurer les plaintes et épousteler les étagères hautes pendant que sa mère passait l'aspirateur lourd. C'était un arrangement secret. Les propriétaires, les Harrison, n'aimaient pas les enfants, surtout pas ceux du personnel, qu'on ne devait ni voir ni entendre. Betsy rajusta sa fine veste en jean. Petite pour ses 12 ans, cheveux blonds tressés serrés pour ne pas les avoir dans les yeux, elle avait ce regard bleu pâle, vigilant, qui voit tout mais n'attend plus rien. Contre sa poitrine, sous son t-shirt, le métal froid des plaques de son grand-père, son talisman. Sergent William Miller, pouvait-on y lire, un héros d'une guerre que tout le monde respectait, même s'il avait oublié sa famille. Elle consulta l'heure sur la vieille montre digitale que sa mère lui avait donnée. Le bus 40 arrivait dans 5 minutes. Si elle le ratait, il lui faudrait marcher 6 km dans le noir. Elle atteignit l'arrêt. Un banc solitaire sous un réverbère clignotant, à la frontière entre le quartier huppé et la descente vers l'autoroute, les usines et les maisons en rangée. Betsy s'assit tout au bord. Elle n'était pas seule. À l'autre extrémité du banc, une dame âgée. Elle détonnait comme une tasse en porcelaine fine abandonnée sous l'orage. Manteau autrefois en poil de chameau, mais taché de boue sur la manche. Cheveux blancs relevés, quelques mèches rebelles dansant sur son front. Dos droit, mains crispées sur ses genoux. Betsy l'observa du coin de l'œil. Cette femme ne ressemblait pas aux habitués du 40. Infirmières épuisées, ouvriers couverts de plâtre, gens comme elle, invisibles. Celle-ci semblait sortie tout droit d'une des demeures sur la colline. Et pourtant, elle grelottait, tandis que la température chutait. La dame tourna la tête. Ses yeux étaient vifs, intelligents, mais voilés d'une panique soudaine. Elle fouilla ses poches, regarda par terre, inspecta le banc vide à côté d'elle. « Quelque chose ne va pas, madame ?» demanda Betsy d'une voix basse. Elle avait appris depuis longtemps que crier n'attire que des ennuis. La femme la regarda, surprise. « Mon sac ?» dit-elle d'une voix distinguée mais tremblante d'angoisse. « Je l'avais posé là. » Betsy scruta les alentours. Le trottoir était désert. « Vous l'avez peut-être oublié quelque part ?» Je ne sais plus, avoua la femme, les épaules affaissées. Je me suis promenée, les jardins étaient si beaux, j'ai continué à marcher pour voir les feuilles. Je me suis reposée sur un muret 3 rues plus loin, je dois l'y avoir laissé. Elle expira un souffle qui ressemblait à un sanglot. Mon téléphone, mon portefeuille. Vous voulez que j'aille voir ? Proposa Betsy en se levant. Non, non, répondit vivement la femme en agitant la main. Je ne peux pas envoyer une enfant. Et mes jambes, elles sont finies pour aujourd'hui. Il faut juste que je rentre. Elle leva les yeux vers le panneau de rue, perdu. Je ne suis même plus très sûre de savoir où est chez moi d'ici. Avant que Betsy ne puisse répondre, le grondement d'un moteur diesel fit trembler le sol.
Le bus 40 surgit au coin, frein hurlant comme un animal blessé. Carrosserie rouillée, crasseuse. Les portes s'ouvrirent en sifflant. Le chauffeur, un colosse au cou épais et aux yeux injectés de fatigue, les toisa. Sur son badge, Gus. Betsy connaissait Gus. Gus n'attendait personne. Gus ne souriait jamais. « Allez, on monte !» aboya-t-il en tapotant son volant. « Je suis en retard !» La vieille dame se leva, vacilla légèrement, gravit les marches avec hésitation. « Monsieur, dit-elle en tentant de garder sa dignité, il semble que j'ai égaré mon sac. Si vous pouviez m'emmener jusqu'au terminus centre-ville, je pourrais... » Gus la coupa d'un rire sec. « Pas d'argent, pas de trajet, madame, c'est écrit sur le panneau. » La femme devint écarlate. « Je ne demande pas la charité, je suis en détresse, je... » « Vous avez 3 $ ou vous avez des jambes, choisissez. » La cruauté de ces mots retourna l'estomac de Betsy. Elle vit la vieille dame se ratatiner. Ce n'était pas seulement la honte, c'était le choc d'être traitée comme un déchet. Betsy connaissait ce regard, celui que prenait sa mère quand on lui reprochait une trace sur une table en verre. La femme recula sur le trottoir, tête baissée. « Je suis désolé du dérangement. » Gus ricana et actionna la fermeture des portes. « Attendez !» La voix de Betsy fut plus forte cette fois. Elle bondit, coinça son pied dans la porte. « Enlève ton pied, gamine !» beugla Gus. Betsy ne bougea pas. Elle plongea la main dans sa poche, sentit le billet froissé et les pièces. C'était son argent de poche de la semaine, plus l'argent d'urgence que sa mère l'obligeait à garder. 5 $, censé acheter du lait et peut-être une petite douceur pour le dîner. Elle monta les marches, laissa tomber l'argent dans la boîte. Le bruit résonna. « C'est pour nous deux !» dit-elle, manteau levé, regardant Gus droit dans les yeux. Elle avait peur, mais elle pensait aux histoires de son grand-père. Il n'avait jamais reculé. Elle non plus. Gus regarda l'argent, puis Betsy, puis la vieille dame. Il grogna. Il ne pouvait pas discuter avec du liquide. « Bougez-vous, asseyez-vous et pas d'histoire. » Betsy se tourna vers la femme sur le trottoir et lui tendit sa petite main cailleuse. « Venez, madame, c'est bon, j'ai payé. » La femme regarda cette main comme une bouée en pleine tempête. Ses yeux s'embuèrent. Elle la prit. Sa peau était douce, fine, glacée. « Merci, » murmura-t-elle. Betsy l'aida à monter les marches raides. Le bus démarra en cahotant avant même qu'elle ne soit assise. Betsy guida la dame vers un siège au milieu, loin des ados bruyants du fond, mais pas trop près de Gus. Elles s'assirent sur le vinyle craquelé, le bus sentait la pluie ancienne et la fatigue. La dame lissa son manteau, tenta de reprendre contenance, mais ses mains tremblaient. « Tu n'étais pas obligée, dit-elle après un moment, scrutant Betsy avec une curiosité intense. « C'était ton argent. »« C'est juste de l'argent, » répondit Betsy en haussant les épaules, bien qu'elle pense déjà au lait. Ma mère dit qu'on ne laisse personne sur le bord de la route, surtout quand la nuit tombe. La femme la dévisagea. Ta mère a l'air d'être quelqu'un de sage. Elle travaille dur, dit Betsy, en serrant le sac d'uniforme sur ses genoux. Le bus heurta un nid de poules. Les vitres vibrèrent. La dame grimaça en agrippant la barre métallique. Ce monde, le bruit, l'odeur, la rudesse, lui étaient totalement étrangers. « Je m'appelle Eleanor », dit-elle en tendant à nouveau la main, cette fois plus formellement. « Eleanor Coldwell. » Betsy la serra. « Moi, c'est Betsy, Betsy Miller. »« Miller » répéta Eleanor, comme si elle goûtait le nom. Un nom solide. Elle observa Betsy plus attentivement. « Et dis-moi, Betsy Miller, que fait une petite fille de 12 ans seule dans le bus à cette heure-ci? Où sont tes parents ?»« Mon père est mort il y a longtemps, » répondit Betsy simplement. « Et ma mère travaille encore. Elle fait le ménage chez les Harrison, là-haut sur la colline. Je l'aide parfois, mais il faut que je rentre pour préparer le dîner et faire mes devoirs. » Les sourcils d'Eleanor se haussèrent. « Tu l'aides à faire le ménage ?»« Chut !» fit Betsy en posant un doigt sur ses lèvres, jetant un regard autour d'elle. « Je n'ai pas le droit. Les Harrison ne savent pas. S'ils l'apprenaient, maman pourrait perdre son travail. Ils trouvent que les enfants salissent tout. » Une ombre passa sur le visage d'Eleanor. Son expression se durcit, pas contre Betsy, mais contre l'injustice invisible. « Je vois. Ils ont l'air charmants. »« Ils payent, » répondit Betsy, défendant la seule bouée de sauvetage de sa famille. « Maman dit qu'il faut juste garder la tête baissée et être reconnaissante. »« Reconnaissante, » répéta Eleanor, le mot lui laissant un goût amer. Elle regarda par la fenêtre, tandis que les pelouses impeccables de Fairview cédaient la place au jardin minuscule et tassé des quartiers de transition.
Betsy remarqua qu'Eléonore tremblait à nouveau. Le chauffage du bus était cassé et soufflait de l'air froid. Sans réfléchir, Betsy dézippa sa veste en jean. Elle n'avait dessous qu'un t-shirt blanc très fin, mais elle était habituée au froid. « Tenez » dit-elle en lui posant la veste sur les genoux, « ça aide ?» « Oh non, ma petite, je ne peux pas » protesta Eléonore en voyant les bras maigres de Betsy. « Tu vas geler !»« Ça va » insista Betsy, « je suis résistante, du sang de grand-père. » Eléonore toucha le tissu de Nîmes. Elle regarda vraiment Betsy, au-delà des vêtements usés et des yeux fatigués. Elle vit les plaques militaires qui pendaient sous le t-shirt. « C'est à ton père » demanda-t-elle en les désignant. « À mon grand-père » répondit Betsy en posant instinctivement la main dessus. « Sergent William Miller. Il était à la guerre. Il a sauvé tout son peloton. Il a eu une médaille et tout. » Le souffle d'Eléonore se bloqua. Elle se pencha, les yeux écarquillés. « William Miller, de la 101e division aéroportée ?» Betsy hocha vigoureusement la tête. « Vous le connaissez ?»« Si je le connais, » murmura Eléonore. La confusion qui l'habitait à l'arrêt de bus s'évapora, remplacée par une clarté intense. Mon défunt mari, il parlait souvent d'un certain Miller, un homme qui l'avait sorti d'un transport en flammes quand tous les autres avaient fui. Le bus freina à un feu rouge. Le silence entre elles devint lourd, chargé des fantômes d'il y a 40 ans. « Il n'en parlait presque jamais, » dit doucement Betsy. « Maman disait qu'il était souvent triste, mais qu'il avait été très courageux. » « Oui, » murmura Éléonore, les yeux brillants, « très courageux. » Elle regarda Betsy avec un mélange de stupeur et de douleur. « Et te voilà, sa petite fille, en train de payer mon ticket de bus. »« Il l'aurait fait, » répondit simplement Betsy. « Oui, » souffla Éléonore, en serrant la veste en jean sur ses genoux, « il l'aurait fait. » Le bus entra dans l'East End. Les réverbères étaient plus rares, certains grillaient. Les maisons étroites se serraient les unes contre les autres. « C'est mon arrêt qui arrive, » dit Betsy en ramassant son sac plastique. Elle hésita. « Vous savez où vous allez, Madame Éléonore? Le terminus est encore à 10 minutes. » Éléonore regarda les rues qui s'assombrissaient. La peur revenait. « Je pense que je pourrais appeler une voiture depuis le terminus, » dit-elle sans conviction. Betsy se mordit la lèvre. Le terminus la nuit, ce n'était pas un endroit pour une vieille dame, surtout une qui avait l'air riche mais n'avait plus ni sac ni argent. C'était là que traînaient les dealers et les désespérés. « Vous ne pouvez pas aller au terminus toute seule, » déclara Betsy. « Pas la nuit, ce n'est pas sûr. »« Je n'ai pas le choix, mon enfant. » Betsy regarda le cordon d'arrêt, puis la femme qui connaissait le nom de son grand-père. Elle prit sa décision. « Descendez avec moi. On a le téléphone à la maison. Maman rentre dans 1 heure. Vous attendrez au chaud. On a du thé. » Éléonore hésita. « Je ne veux pas m'imposer. »« Vous ne vous imposez pas, » répondit Betsy. Elle tira le cordon. La sonnette retentit. « Vous êtes une amie, et les Miller n'abandonnent pas leurs amis. » Éléonore Vance, l'une des femmes les plus riches de l'État, dont la famille avait des bâtiments à son nom, regarda la main tendue de la fille de la femme de ménage. Elle la prit. « D'accord, » dit Éléonore. « Montre-moi le chemin, sergent. » L'escalier de l'immeuble sentait le chou bouilli et la cire. 3 étages raides. Betsy montait lentement, écoutant la respiration laborieuse derrière elle. Éléonore s'accrochait à la rampe, les articulations blanchies. Le bois était rugueux, peint en gris institutionnel écaillé. « Encore un étage !» encouragea Betsy. « On a la meilleure vue. On voit le château d'eau depuis la fenêtre de la cuisine. » Éléonore hocha la tête, incapable de parler. Elle qui connaissait les ascenseurs miroirs et les moquettes épaisses, cette ascension était une épreuve, pas seulement physique, mais une remise en question de tout ce qu'elle croyait savoir du monde. Pendant décennies, elle avait dépassé ses immeubles en limousine, simple tache brune dans son champ de vision périphérique. Aujourd'hui, elle était dedans. Betsy déverrouilla la porte de l'appartement 3B. Il fallait tourner à gauche et pousser fort. La porte grinça. « Bienvenue au château » dit Betsy avec un petit sourire ironique. L'appartement était minuscule, à peine plus grand que le garde-manger de la propriété d'Éléonore, mais d'une propreté obstinée. Le lino jaunâtre des années 70 brillait sous la seule ampoule. Les murs crème étaient décorés de dessins d'oiseaux encadrés et de fleurs séchées. De l'art bon marché, mais disposé avec le soin d'une galerie. Éléonore entra, resserrant son manteau. L'air y était peut-être encore plus froid que dans le couloir. Elle remarqua les couvertures posées sur le dossier du canapé et roulées en bourrelet au pied des fenêtres qui prenaient l'air. « Asseyez-vous là » indiqua Betsy, en montrant un fauteuil fleuri qui avait connu des jours meilleurs.
Une couverture au crochet était pliée avec soin sur la coudoir. « Je vais faire du thé. Vous aimez la camomille? C'est tout ce qu'on a. »« La camomille sera parfaite, » répondit Éléonore en s'enfonçant dans le fauteuil. Ses jambes la faisaient souffrir. Betsy s'activait dans la cuisinette, un petit coin avec une cuisinière, un évier et un frigo qui bourdonnait. Éléonore laissa son regard errer. Elle vit les détails que la fierté essayait de cacher. Sur la petite table de la salle à manger, une pile d'enveloppes soigneusement rangées par taille. Celle du dessus portait des lettres rouges « Urgent ». À côté, une paire de lunettes de lecture dont une branche était réparée avec du scotch. La porte du frigo était couverte d'aimants, mais au lieu de photos de vacances ou de fêtes, il n'y avait que des bons de réduction. Des dizaines, 50 centimes sur le pain, un thon gratuit pour un acheté, une mosaïque de survie. Betsy posa une tasse ébréchée sur la table basse. La vapeur montait, odorante de fleurs séchées. Maman va bientôt rentrer. En général, elle finit à 18h, mais avec son dos, elle prend le bus lent. Son dos. Éléonore prit la tasse, enveloppa de ses mains grassées la chaleur bienfaisante. Elle s'est fait mal en soulevant un canapé chez les Harrison, expliqua Betsy, adossée au plan de travail. Madame Harrison voulait déplacer le tapis de 8 cm sur la gauche. Puis elle a changé d'avis et voulait le remettre comme avant. Maman n'a pas osé dire non. Éléonore but une gorgée pour masquer la grimace qui lui traversait le visage. Elle connaissait les Harrison. Béatrice Harrison siégeait avec elle au conseil d'administration du jardin botanique. Béatrice, qui prétendait adorer les orchidées délicates, mais traitait les gens comme des mauvaises herbes. « Elle devrait voir un médecin », dit Éléonore d'un ton ferme. Betsy baissait les yeux sur ses baskets. « Les médecins, ça coûte de l'argent. Maman dit que les bouillottes et l'aspirine suffisent. » Le bruit d'une target lourde les fit sursauter toutes les deux. La porte s'ouvrit à la volée et une femme entra en titubant. C'était Linda. Elle était plus jeune qu'Éléonore ne l'avait imaginé, la trentaine tardive peut-être, mais son visage portait la fatigue grise de celles qui vieillissent 2 fois plus vite qu'elles ne le devraient. Uniforme noir sous un gros manteau de laine, elle s'appuyait lourdement au chambranle, une main plaquée sur les reins, le visage pâle et moite de sueur. « Betsy !» appela-t-elle d'une voix crispée par la douleur. « Ma puce, apporte-moi la poche de glace, je crois que… » Elle s'arrêta net. Elle vit la femme dans le fauteuil fleuri. Linda se redressa aussitôt, l'adrénaline prenant le dessus sur la souffrance. Ses yeux passèrent d'Éléonore à Betsy, écarquillés d'inquiétude. « Qui est-ce ?»« Betsy, combien de fois je t'ai dit de ne pas faire entrer des inconnus ?»« Maman, c'est bon, » répondit Betsy en courant prendre le sac lourd de sa mère. « C'est Éléonore, elle avait perdu son sac, Gus ne voulait pas la laisser monter dans le bus, et elle connaissait le régiment de grand-père. » Linda cligna des yeux. La colère protectrice laissa place à la perplexité. Elle regarda vraiment Éléonore. La qualité du manteau sous la crasse, la posture, les cheveux argent. Linda connaissait l'allure de l'argent ancien. Elle frottait ses parquets tous les jours. Mais elle vit aussi les mains qui tremblaient et l'air perdu. « Madame, Éléonore » demanda-t-elle en avançant d'un pas boitant. Éléonore posa sa tasse et se leva malgré ses articulations douloureuses. « Madame Miller, pardonnez cette intrusion. Votre fille m'a sauvé ce soir. J'étais bloqué, elle a eu la gentillesse de m'offrir l'hospitalité. » Linda regarda Betsy. Un mélange de fierté et d'inquiétude adoucit ses traits. Elle a le cœur trop grand, parfois trop pour son bien. Elle se tourna vers Éléonore. « Je suis Linda. Excusez-moi, l'appartement est en désordre. »« Il est impeccable, » corrigea doucement Éléonore, « et chaleureux. » Linda eut un petit rire sec en déboutonnant son manteau. « Chaleureux, non madame. Le chauffage est en panne depuis mardi. On ouvre le four quand le proprio ne regarde pas. » Elle grimaça en se dirigeant vers la cuisine. « Je peux vous proposer quelque chose à manger. On n'a pas grand-chose, mais je peux faire des toasts ou une soupe. » Éléonore vit comment Linda se déplaçait, raide, sur la réserve, chaque pas calculé pour limiter la douleur. « Non merci, je vous ai déjà assez dérangé. »« Pas du tout, » répondit Linda. Elle ouvrit le frigo. De son siège, Éléonore vit l'intérieur. Désolant. 1 demi-litre de lait, un bocal de cornichons, une boîte d'œufs, une unique laitue flétrie. Le vide n'était pas seulement alimentaire, c'était un cri silencieux. Linda resta 1 seconde de trop devant les étagères vides, les épaules affaissées. Puis elle attrapa les œufs. « Œufs brouillés », annonça-t-elle d'un ton forcé. « Petit déjeuner pour le dîner. Le plat préféré de Betsy. »
« J'adore les œufs », mentit Betsy sans hésiter en mettant la table. Elles mangèrent toutes les trois dans la petite cuisine. Éléonore, milliardaire matriarche de l'Empire Coldwell, partagea des œufs brouillés dans une assiette fêlée avec une femme de ménage et sa fille. La conversation fut d'abord hésitante, mais la chaleur naturelle de Linda finit par percer. « Alors, vous connaissez la 101e » demanda Linda en regardant Betsy manger. « Mon père n'arrêtait pas d'en parler quand il était vivant. »« Mon mari servait dans le même bataillon, » dit doucement Éléonore. « Il devait la vie à un homme nommé Miller. Je n'aurais jamais cru rencontrer sa famille un jour. » Linda sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Elle était épuisée. « Eh bien, l'héroïsme, ça ne rapporte pas beaucoup de droits d'auteur, hein ? Papa nous a laissé les médailles, mais elle ne paye pas le loyer. » Elle jeta un regard nerveux à la pile de factures, repoussa rapidement l'enveloppe rouge tout en bas. « Vous travaillez à Fairview » demanda Éléonore avec douceur. « Oui, chez les Harrison » répondit Linda en buvant une gorgée d'eau. « Grande maison sur la colline, beaucoup de verre, difficile à tenir propre. »« Je connais la maison » dit Éléonore. « Et Madame Harrison ?» Linda hésita. La pose de l'employé qui sait qu'un mot de trop peut lui coûter sa place, même chez elle. « Elle est exigeante. Elle aime que tout soit fait d'une certaine façon. »« Elle est méchante » lâcha Betsy en levant les yeux de son assiette. « Elle a crié sur maman la semaine dernière parce qu'elle toussait. »« Betsy » la gronda doucement Linda. « Elle n'est pas méchante, elle est juste pointilleuse. » Elle se tut, se frotta le visage des deux mains. Et aujourd'hui, elle m'a renvoyé plus tôt, disant que j'allais trop lentement à cause de mon dos. Elle m'a retiré l'après-midi de salaire. Le silence qui suivit fut lourd. Une colère froide noua l'estomac d'Éléonore. Retenir un salaire pour une blessure contractée au travail, barbare. Mais pour Linda, ce n'était pas de la barbarie. C'était juste un mardi comme les autres. « Je suis désolée, » dit Éléonore. « Ça semblait bien peu. » « C'est comme ça, » répondit Linda. « Je prendrai un service supplémentaire au dîner le week-end si mon dos tient. On s'en sortira, on s'en sort toujours. » Elle serra la main de Betsy. « On est des Miller, on est solide. » Soudain, 3 coups violents ébranlèrent la porte. Autoritaire, impérieux. Pas une visite, une sommation. Le sang quitta le visage de Linda. Elle se figea, serrant si fort la main de Betsy que la fillette tressaillit. « N'ouvre pas » chuchota Betsy. « Il faut bien, » souffla Linda, « sinon il utilise sa clé. » Elle se leva avec peine, retenant un gémissement, alla à la porte et l'entrouvit. Un homme massif se tenait là, remplissant l'encadrement. Blouson taché de graisse, casquette enfoncée sur les yeux. Il ne regarda pas le visage de Linda, il regarda l'appartement derrière elle. « Monsieur Henderson, » dit Linda d'une voix tremblante, « je vous attendais vendredi. » « Vendredi, c'était hier, Linda, » répondit-il d'une voix rauque, assez forte pour qu'Éléonore entende chaque mot. « Encore 5 jours de retard. »« Je sais, on m'a retiré des heures aujourd'hui, mais j'ai un service samedi. Je vous aurai tout lundi matin, je le jure. »« Lundi, c'est trop tard, » cracha Henderson. Il poussa la porte. Linda trébucha en arrière. Il entra. « J'ai des gens qui font la queue pour cet appart, des gens qui payent rubis sur l'ongle. Tu crois que je tienne une œuvre de charité ? S'il vous plaît, j'ai une petite fille, on n'a nulle part où aller. » « C'est pas mon problème. » Il sortit une feuille pliée de sa poche arrière et la colla au mur d'un coup sec. « Voici ton préavis de 3 jours. Tu payes jeudi midi au plus tard, sinon le shérif balance tout sur le trottoir. Tout. » Linda fixa le papier, les larmes aux yeux. « Jeudi, c'est impossible. Monsieur Henderson, je vous en supplie. »« Jeudi, » répéta-t-il. Il se retourna pour partir, mais son regard tomba sur Éléonore attablée. Il ricana. « T'as de l'argent pour recevoir des invités, pour nourrir des bouches en plus, mais pas pour mon loyer ?»« C'est juste une amie, » se défendit faiblement Linda. « Dis à ton amie de mettre la main à la poche, ou vous dégagez toutes les deux, » grogna-t-il. Il claqua la porte. Le bruit résonna comme un coup de feu dans la petite pièce. Pendant un long moment, personne ne bougea. La vibration semblait encore flotter dans l'air. Linda resta près de la porte, la main sur la bouche, le corps secoué de sanglots silencieux. Elle paraissait plus petite, vaincue, écrasée par quelques centaines de dollars. Betsy courut se blottir contre elle, enfouissant son visage dans l'uniforme noir. Éléonore, figée dans le fauteuil fleuri, regardait la mère et la fille s'enlacer dans la lumière pâle de la cuisine. Elle regarda le préavis de 3 jours collé au mur.
Elle toucha la poche de son manteau où se trouvait d'ordinaire son chéquier. Vide. Pas de téléphone, pas de portefeuille. Elle était, à cet instant, totalement impuissante. Mais en voyant Linda essuyer ses larmes et tenter de sourire à sa fille, quelque chose bougea en Eleanor Caldwell. La confusion et la fragilité de l'après-midi s'évaporèrent. À la place, surgit la détermination d'acier qui avait bâti un empire à partir de rien. Elle n'était plus une vieille dame qui avait perdu son sac. Elle était témoin, et elle en avait assez vu. Le matin arriva, couleur d'ardoise usée. La lumière filtrait à travers les rideaux fins, dessinant de longues ombres grises sur le sol. Éléonore se réveilla sur le canapé. Le cou raide, les hanches douloureuses à cause du matelas affaissé, mais elle avait dormi profondément, chose rare ces dernières années. Pas de ronronnement de climatisation, pas de bip discret du système de sécurité. Seulement les bruits d'une ville qui s'éveille, une sirène lointaine, un chien qui aboie, le claquement des tuyaux dans les murs. Elle se redressa, lissa son manteau froissé. Dans la cuisine, Linda était déjà debout. La jeune femme s'appuyait au plan de travail, les jointures blanches. Elle essayait de verser l'eau de la bouilloire, mais chaque mouvement faisait saisir son dos. Elle se mordait la lèvre pour ne pas crier. Betsy était là aussi, habillée pour l'école, beurrant avec soin une unique tartine qu'elle coupa en 2 triangles précis. « Tiens, maman » chuchota-t-elle en glissant l'assiette vers elle. « Mange quelque chose avant le bus. »« Je ne peux pas » murmura Linda, le visage blême et moite. « J'ai l'estomac noué. »« Henderson ne reviendra pas avant jeudi » tenta Betsy d'un ton courageux. « On a le temps. » Éléonore se leva, le mouvement attira leur attention. Elle arrangea ses cheveux en désordre et s'approcha. Malgré ses vêtements froissés et la fatigue marquée sur son visage, l'autorité qu'elle avait retrouvée la veille n'avait pas disparu. Elle s'était durcie. « Bonjour » dit Éléonore d'une voix posée. « Bonjour Éléonore » répondit Linda avec un sourire forcé. « J'espère que le canapé n'était pas trop horrible. Il faut que j'aille travailler, mais Betsy peut vous accompagner à la gare en allant à l'école. »« Je n'irai pas à la gare » déclara Éléonore. Elle regarda le vieux téléphone à cadran jaune accroché près du frigo. « Et vous non plus, pas aujourd'hui. » Linda s'immobilisa, la bouilloire tremblant en sa main. « Il faut que j'y aille, Éléonore. Si je ne me pointe pas, Mme Harrison me vire. Et si je suis virée, on perd l'appartement jeudi, c'est sûr. » « Vous n'êtes pas en état de récurer des sols, » trancha Éléonore. Elle s'approcha du téléphone. « Puis-je » Linda, perplexe, hocha la tête. « Les appels locaux sont gratuits, mais je ne pense pas. » Éléonore décrocha. Elle ne composa ni le 911, ni un taxi. Ses doigts glissèrent sur le cadran avec une mémoire précise, formant un numéro qu'elle connaissait depuis 30 ans. Elle attendit. Une sonnerie, 2. « C'est moi, » dit Éléonore dans le combiné. À l'autre bout, une voix affolée, aiguë. Éléonore coupa court. « Arrête de paniquer, Robert, je vais bien. » Ce n'était plus la voix d'une grand-mère égarée, c'était celle d'une femme capable de faire bouger des marchés d'un murmure. « Je suis dans l'East End, 402 Elm Street, appartement 3B. » Elle écouta. « Non, pas de police, pas d'ambulance. Amène la voiture, la Commodore. Et toi, Robert, amène les garçons. J'ai des invités. » Elle raccrocha d'un clic décidé. Le silence dans la cuisine était épais. Linda la fixait. Betsy cessa de mâcher sa tartine. « C'est qui, Robert » demanda Betsy. « Un homme très inquiet qui s'inquiète trop » répondit Éléonore. Elle se tourna vers Linda. « Linda, il faut que vous me fassiez confiance. Ne partez pas travailler aujourd'hui. »« Je ne peux pas sécher comme ça » s'écria Linda, la voix montant sous la panique. « Je ne sais pas qui vous avez appelé, mais moi je vis dans le monde réel, Éléonore. Dans le monde réel, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Il faut que j'y aille. » Elle attrapa son sac, grimaça en le passant à l'épaule. « Je suis désolé. Restez jusqu'à ce que votre voiture arrive. Refermez bien en partant. »« Linda, attendez » lança Éléonore. Elle ne cria pas, mais l'ordre fut si net que Linda s'arrêta net sur le seuil. « Accorde-moi 20 minutes, je te prie. Si après tu veux encore partir, je ne te retiendrai pas. » Linda regarda l'horloge, puis sa fille, puis la vieille dame qui avait dormi sur son canapé. Il y avait dans les yeux d'Éléonore une intelligence bleue, farouche, qui la fit hésiter. « 20 minutes, chuchota Linda. Ensuite, je dois prendre le 7h15. » Elles attendirent. Les minutes s'égrenèrent comme des heures. Linda arpentait le petit salon, consultait sa montre toutes les 30 secondes. Betsy, postée à la fenêtre, surveillait la rue.
Éléonore, assise dans le fauteuil, les mains jointes sur les genoux, fixait la peinture écaillée du plafond comme si elle envisageait déjà les travaux. À la 18e minute, l'atmosphère d'Elm Street changea. D'abord, une vibration dans le plancher, puis le bruit. Pas le vacarme des bus municipaux ou le toussotement des vieilles berlines, mais un ronronnement profond, puissant, précis. « Maman !» souffla Betsy, le nez collé à la vitre. « Maman, viens voir !»« Il faut qu'on y aille !» dit Linda en posant la main sur la poignée. « Non, maman, regarde !» Linda s'approcha de la fenêtre. En contrebas, dans leur rue étroite pleine de nids de poules, un convoi venait de tourner. 3 SUV noirs, immenses et rutilants, avançaient en formation serrée. On aurait dit des requins lisses dans un étang boueux. Au centre, une longue limousine noire aux vitres fumées et au petit drapeau diplomatique sur les ailes. Le convoi se gara en double file juste devant l'immeuble, bloquant toute la chaussée. Les voisins sortaient déjà sur leur perron, montrés du doigt. Dans le quartier, des voitures pareilles, ça voulait dire descente de police ou politiciens en campagne. « Mon Dieu !» souffla Linda en reculant, « c'est les fédéraux ou la mafia !»« Éléonore, qui vient vous chercher ?» demanda-t-elle. « Ma famille » répondit simplement Éléonore. Elle se leva. « On y va ?»« Je ne descends pas là-dedans » chuchota Linda en reculant encore. « Je n'ai rien fait de mal. Betsy, éloigne-toi de la fenêtre !»« Linda » dit Éléonore d'une voix douce mais ferme. Elle prit la main rugueuse et cailleuse de la jeune femme. « Tu as fait la seule chose qui compte. Tu as ouvert ta porte. Laisse-moi maintenant ouvrir la mienne. » On frappa lourdement à la porte. Pas le martèlement grossier du proprio, mais 3 coups nets, respectueux. Betsy courut ouvrir avant que sa mère ne puisse l'en empêcher. Dans le couloir se tenait un homme qui ressemblait à une montagne taillée en majordome. Un bon 1,95 m, costume qui valait plus cher que tout l'immeuble, oreillettes, visage de granit, Robert. Derrière lui, 2 autres colosses balayaient le couloir du regard. Robert posa les yeux sur la petite fille, puis sur la mère terrifiée, puis sur Éléonore. Le visage de granit se fissura, ses épaules s'affaissèrent de soulagement. « Madame Caldwell » dit-il d'une voix chargée d'émotion. Il entra et s'inclina profondément. Nous étions morts d'inquiétude. « Je sais, Robert » répondit Éléonore en posant la main sur le bras du géant. « Je suis parti me promener. La promenade s'est prolongée. Le conseil d'administration est en panique. Votre fils arrive de Londres en avion. » Robert balaya la pièce du regard, la misère, la fenêtre qui prenait l'air, la maigre tartine sur la table. « Vous êtes blessée, madame? Ces personnes ?» « Ces personnes, coupa Éléonore, la voix cinglante comme un fouet, m'ont sauvé la vie. Elles seront traitées avec le plus grand respect. Est-ce clair? Parfaitement clair, madame. » Robert se tourna vers Linda. « Madame, veuillez excuser l'intrusion. » Linda, plaquée contre le plan de travail, tremblait. « Madame, Caldwell, murmura-t-elle. Caldwell, comme la banque, comme l'aile d'hôpital, comme le groupe Caldwell. On en a parlé en cours d'éducation civique, souffla Betsy, les yeux écarquillés. Il possède tout. Éléonore se tourna vers elle. Le masque était tombé. Ce n'était plus la vieille dame fragile du bus, c'était la matriarche d'un empire. Linda, tu as dit que tu travaillais chez les Harrison? Oui, couina Linda. Et tu as peur que Madame Harrison te licencie? Oui. Madame Harrison n'a aucune autorité pour te licencier, déclara calmement Éléonore, parce que le mari de Madame Harrison travaille dans l'une de mes filiales et que la maison où ils vivent est hypothéquée auprès de ma banque. Et, très franchement, je n'ai jamais pu supporter Béatrice Harrison. Elle désigna la porte ouverte. « Prends tes affaires, Linda. Prends la petite. Prends les plaques militaires. »« On va où ?» demanda Linda, incapable d'assimiler le bouleversement. « Déjeuner, un vrai. Et ensuite, on va tout arranger. » Linda regarda son appartement miteux, le préavis d'expulsion encore scotché au mur, Robert qui attendait patiemment. Elle saisit la main de Betsy, son sac, et suivit Éléonore dans le couloir. Ils descendirent l'escalier, cortège étrange, la milliardaire, la femme de ménage, la fillette et les gardes du corps. Sur le trottoir, le silence était total. Tout le pâté de maison regardait. Monsieur Henderson, le proprio, se tenait près du portail, casquette tachée de graisse, bouche bée. Il fixait les SUV, les costards, puis reconnut Linda et avança. « Hé, Linda, qu'est-ce que c'est que ça? Tu te barres sans payer le loyer ?» Robert bougea. Pas de course, juste un déplacement de masse. Il se plaça entre Henderson et les femmes, le dominant de toute sa hauteur, avec l'expression qu'on réserve à un cafard sur une nappe blanche.
Un problème, monsieur » demanda-t-il, voix basse, terrifiante de politesse. Henderson bégaya. Il vit Eleanor Caldwell monter à l'arrière de la limousine, aidée par un chauffeur ganté de blanc. Il reconnut le visage des journaux. Tout le sang quitta son visage. « Non, non » couina-t-il, « pas de problème, je disais juste bonjour au locataire. » Éléonore baissa la vitre teintée et le regarda, sans froncer les sourcils, sans crier, juste un regard froid, détaché. « Nous reprendrons contact au sujet du bail, » dit-elle. Elle se tourna vers Linda et Betsy, plantées près de la portière ouverte, terrifiées à l'idée de salir le cuir. « Montez, » dit-elle doucement, « il fait chaud dedans. » Linda grimpa. Betsy la suivit, glissant sur la banquette moelleuse, yeux écarquillés devant le minibar, les écrans, l'éclairage tamisé. La portière se referma avec un claquement lourd, rassurant, qui les isola des odeurs de gasoil et du vent glacé. « Robert, » dit Éléonore dans l'interphone, « ramenez-nous à la maison. » Le convoi s'ébranla, glissant sur les nids de poules comme s'ils n'existaient pas. Linda regarda la femme assise en face d'elle. « Je ne comprends pas. Pourquoi ? Je t'ai juste servi du thé. » « Tu m'as rendu ma dignité, » répondit Éléonore. « Tu m'as donné le manteau de ta fille et tu m'as montré la vérité. » Elle se pencha, planta ses yeux dans les siens. « Maintenant, il faut parler de ton emploi. Je crois que tu es largement surqualifiée pour être femme de ménage. » La limousine ralentit devant des grilles en fer forgé qui semblaient toucher le ciel. À Betsy, elles évoquaient l'entrée d'un royaume de contes de fées, là où l'on tue les dragons et récompense les héros. Les grilles s'ouvrirent sans bruit. Allées pavées, pelouses immenses, fontaines dansant dans la lumière matinale, lions de pierre qui les regardaient passer. Linda, collée à la vitre, bouche entr'ouverte. Elle avait nettoyé des maisons pendant 20 ans. Elle avait vu la richesse. Jamais ça. Ce n'était plus de l'argent, c'était de l'histoire. La voiture s'arrêta devant la demeure principale. Manoir de pierre calcaire, lierre sur les murs, fenêtres qui reflétaient les nuages. Robert ouvrit la portière. « Bienvenue au domaine Caldwell, madame. » Éléonore descendit, revigorée par l'air familier. Elle fit signe à Linda et Betsy. « Venez, le chef a été prévenu. » L'intérieur était chaud, parfum de cire d'abeille et de lys frais. Silence paisible, pas le vide froid de la maison Harrison. « D'abord la santé », annonça Éléonore en tendant son manteau à un domestique. Un homme en tweed attendait dans le hall, mallette médicale en cuir. « Dr Evans, merci d'être venu si vite. » « Pour vous toujours, Éléonore. » Il se tourna vers Linda, regard bienveillant. « La patiente. »« Je vais bien, » mentit automatiquement Linda en se redressant et grimaçant. « Elle ne va pas bien, » rectifia Éléonore. « Elle soulève des meubles plus lourds qu'elle. Emmenez-la dans le solarium. Examen complet. » Pendant qu'on emmenait Linda, qui protestait mollement, Éléonore prit Betsy par la main. « Viens, mon enfant. » Elle l'emmena dans une cuisine immense, cuivre suspendu, odeur de bacon, vanille, café torréfié. Le chef en toque blanche s'interrompit et s'inclina. « Petit déjeuner, madame. »« Tout, Pierre, crêpes, œufs, fruits, les bonnes saucisses et chocolat chaud, le vrai. » Betsy s'assit au comptoir de marbre plus grand que tout son ancien appartement. Les assiettes arrivaient comme par magie. Pour la première fois, elle n'eut pas à calculer le prix de chaque bouchée. Elle mangea jusqu'à plus faim, puis encore un peu. 30 minutes plus tard, Linda revint. Elle marchait différemment, plus lentement, mais la tension avait disparu de son visage, remplacée par un soulagement cotonneux. « Il m'a fait une piqûre », dit-elle en s'asseyant précautionneusement près de Betsy. « Et un corset, 3 hernies discales. Il dit que si je continue à récurer des sols, je ne marcherai plus dans 5 ans. » Elle regarda Éléonore, les larmes aux yeux. « Il m'a fait un arrêt de 6 semaines, mais je ne peux pas, Éléonore. Le loyer. »« Mange tes œufs, Linda, on va parler travail. » Linda se figea. « Tu en avais parlé dans la voiture. Écoute, je ne peux pas faire femme de ménage ici, je ne peux rien porter. »« J'ai déjà 40 femmes de ménage, » balaya Éléonore d'un geste. « Je n'en cherche pas une de plus. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne comment fonctionne une maison, qui sait que déplacer un tapis de 8 cm change toute une pièce, qui remarque quand le produit est mal dosé ou quand le personnel bâcle. » Elle se pencha sérieuse. « Mon intendant actuel prend sa retraite le mois prochain. C'est un poste de gestion. Tu portes un clipboard, pas un aspirateur. Tu fais les plannings, tu engages, tu licencies, tu t'assois quand tu as mal. » Linda la regardait bouche bée. « Je n'ai pas de diplôme. » Tu as 20 ans d'expérience sur le terrain. Tu en sais plus sur l'entretien d'une maison que n'importe quel diplômé.
Salaire de départ, 85 000 $ par an, avantage, logement dans le cottage des invités, le temps que tu sois prête à acheter ta propre maison. La cuillère tomba des mains de Linda et résonna sur le marbre. 85 ! C'était le triple de ce qu'elle gagnait avec 3 emplois. Une bouée lancée à une noyée. Ça te convient ? Oui, chuchota Linda. Oui, mon Dieu, oui. Parfait. Éléonore but une gorgée de thé. Maintenant, à propos de ton ancien logement. Le sourire de Linda vacilla. Henderson, le bail, il faut encore récupérer nos affaires, il va nous pourrir la vie. Monsieur Henderson n'est plus un problème. Elle ouvrit un dossier en cuir que Robert avait posé près d'elle et fit glisser un document sur le marbre. Acte de vente. Pendant le trajet, mon service juridique a contacté le propriétaire de l'immeuble. Nous lui avons fait une offre qu'il a trouvée convaincante. Depuis 20 minutes, le groupe Caldwell est propriétaire du bâtiment d'Alm Street. Les yeux de Betsy s'écarquillèrent. « Vous avez acheté notre immeuble ?» « Le bâtiment tout entier, rectifia Éléonore. Il est en piteux état, une verrue dans le quartier. Nous avons le rénové, chauffage, plomberie, couloir. Et viré l'actuel gérant. Monsieur Henderson libérera les lieux avant midi. Je crois que la police va l'aider. Nous avons découvert quelques irrégularités dans sa comptabilité. » Linda éclata d'un rire à moitié sanglot. Le monstre sous le lit n'avait pas seulement été chassé, il avait été expulsé. « Il nous faudra un nouveau responsable pour superviser les travaux, » continua Éléonore. « Quelqu'un qui veille à ce que les locataires soient traités avec dignité. Je me disais que tu pourrais t'en charger aussi, depuis ton bureau, bien entendu. » Linda cacha son visage dans ses mains, épaules secouées. Betsy sauta de son tabouret et enlaça sa mère. Elles restèrent ainsi, le poids de 1000 nuits blanches s'envolant enfin. « Merci, merci !»« Ne me remercie pas encore, » dit doucement Éléonore. « J'ai une dette à régler. » Linda releva la tête, essuyant ses larmes. « Tout ce que vous voulez. »« Les plaques militaires, je peux les voir ?» Betsy passa la main sous son col et sortit la chaînette argent. Le métal était chaud de sa peau. Elle l'étendit. Éléonore les prit d'une main tremblante, caressa les lettres en relief. Sergent William Miller. Robert. Le majordome s'avança et posa une petite photo encadrée sur le comptoir. Noir et blanc, bord jauni. 2 jeunes soldats en treillis boueux devant une jeep. Sales, épuisés, bras dessus bras dessous, souriants. L'un était clairement le grand-père de Betsy, même nez, mêmes yeux. L'autre, menton volontaire et regard doux. « Mon mari », dit Éléonore d'une voix rauque, « Arthur », prise 2 jours après que William l'a sorti des flammes. Au dos, Arthur avait écrit « Bill Miller, la raison pour laquelle je rentre à la maison ». Éléonore leva les yeux vers Betsy. Une larme coula sur la joue de la milliardaire. « Mon mari est rentré. Il a fondé cette entreprise, il a bâti cette vie. Nous avons eu un fils, des petits-enfants. Rien de tout cela n'existerait si ton grand-père n'était pas retourné dans la fumée. » Elle rendit les plaques à Betsy, referma les petites mains dessus. « Tu as payé mon ticket de bus, mais ta famille a payé ma vie. Nous sommes quittes, Betsy Miller. » 6 mois plus tard, le vent d'hiver hurlait sur Fairview. Mais dans la petite maison du gardien du domaine Caldwell, le feu ronflait joyeusement. Le cottage était chaleureux, rempli de meubles neufs et d'une bonne odeur de bœuf mijoté. Linda, dans un fauteuil en cuir, les pieds sur un repose-pied, consultait une tablette. Elle avait changé, teint lumineux, plus de cernes, pull en cachemire au lieu d'uniforme. La porte d'entrée s'ouvrit à la volée. Betsy déboula, joues rougies par le froid, dans un épais manteau d'hiver et l'uniforme d'une école privée, jupe écossaise, blazer à blason. « Maman, j'ai eu A à mon exposé d'histoire et Robert m'a appris à conduire la voiturette de golf. »« Doucement, championne, » rit Linda en posant la tablette. « Va te laver les mains, dîner dans 10 minutes. » Betsy courut au lavabo. Tout en se lavant, elle regarda par la fenêtre. Au loin, les lumières de la grande maison scintillaient. Elle distinguait la silhouette d'Éléonore dans la bibliothèque, en train de lire. Tous les dimanches, elles dînaient ensemble, Éléonore, Linda et Betsy. On parlait école, domaine, travaux dans l'ancien immeuble, où le chauffage marchait enfin et les loyers étaient justes. Betsy s'essuya les mains et glissa la main dans sa poche. Ses doigts touchèrent 2 choses, le métal froid des plaques de son grand-père et une pièce brillante. Elle sortit le quarter, le regarda. Juste un bout de métal. Ça n'achetait presque rien, un chewing-gum, quelques minutes de parc-mètre. Mais un après-midi d'hiver, quand le monde semblait immense et cruel, 3 $ et un peu de courage avaient acheté un miracle.
Betsy sourit, lança la pièce en l'air, la rattrapa et la remise dans sa poche. « J'arrive, maman !» Elle s'assit à table, en sécurité, au chaud, chez elle. Et ainsi, nous laissons Betsy bien au chaud, faisant tourner entre ses doigts un quarter qui vaut bien plus que 25 cents. Un rappel qu'un seul instant de courage dans un bus glacé peut acheter un miracle. J'espère que cette histoire vous a permis, comme Linda, de quitter le vent froid pour entrer dans la chaleur. J'aimerais beaucoup savoir où vous étiez en l'écoutant, peut-être en rentrant d'un poste épuisant ou avec une tasse de thé bien chaude, comme Éléonore et Betsy. Dites-le moi en commentaire, je les lis tous. Si vous voulez qu'on se recroise pour d'autres histoires de héros invisibles, un like et un abonnement font toute la différence. Merci d'avoir passé ce moment avec moi.